Nous allons commencer. Bonjour à tous et bienvenue. Vous m'entendez peu? Je vais rapprocher le micro. Bonjour à tous. Bienvenue à l'Espace Franquin pour cette rencontre, une rencontre un petit peu particulière, une rencontre avec Pierre Christin, mais pas que, puisque l'idée de ce moment, c'est de réunir au même moment, au même endroit, à Angoulême, aujourd'hui, le scénariste de BD et puis quelques-uns des dessinateurs qui ont jalonné sa vie, avec qui il a réalisé et imaginé les albums que vous connaissez tous. Et donc, quel dessinateur, puisque nous avons Jean-Claude Mézières qui est avec nous, bien sûr, Enki Bilal qui nous rejoindra tout à l'heure et André Juillard, forcément. Ils ont donc accepté d'accompagner aujourd'hui le scénariste, le co-auteur, le collègue de travail, le copain sans doute aussi. Donc merci à tous d'être là. Nous allons consacrer une petite heure à cet échange et si ensuite vous avez des questions dans la salle, nous les prendrons avec grand plaisir. Pierre Christin, première question pour toi. Excusez-moi, je commence avec le tutoiement puisque j'ai la chance d'être un ancien étudiant de Pierre Christin qui est l'un des cofondateurs de l'école de journalisme de Bordeaux. Et il y a 25 ans, j'ai été l'un de ses étudiants, donc je ne vais pas le vous voyer aujourd'hui, alors que je le tutoie depuis tant d'années. Pierre, peux-tu nous parler d'abord de cette expo que quelques-uns d'entre vous ont peut-être déjà pu voir, cette expo donc, qui se trouve à la Cité de la bande dessinée. Comment est-ce qu'elle a été conçue? Comment tu l'as imaginée? Et est-ce qu'elle correspond à ce que tu imaginais sur ta carrière? Je vais commencer par la fin en disant que je suis très content parce qu'elle est extrêmement réussie et que ce n'était pas forcément écrit parce que faire une expo sur un dessinateur, c'est relativement simple. On raconte vaguement ce qu'on a en tête et puis il va ouvrir ses cartons à dessin et puis on choisit les plus beaux dessins ou en tout cas les plus significatifs. Et puis après, voilà, il faut avoir du goût, un peu de sens de l'organisation, etc. Un scénariste comme moi, des dessinateurs, il y en a déjà eu 25 au moins. Je ne parle pas des petites histoires que j'ai pu faire à droite à gauche. Donc ça veut dire que ma mémoire visuelle est surchargée d'images qui viennent de sources très diverses. Il y a aussi des dessinateurs avec qui j'ai fait un album, d'autres avec qui j'en ai fait une tripotée, d'autres avec qui j'en ai fait moins, mais qui comptent beaucoup, et mon ami Enki, avec qui j'ai fait non seulement de la bande dessinée, mais d'autres choses. Alors, pour mettre sur pied une expo comme ça, il faut trouver un principe directeur, sinon ça risque d'être un fatras. Voilà, il y aura des belles planches, mais ça n'a pas de sens. Donc moi, je me suis demandé quel sens ça avait pour moi qu'on fasse cette expo. Et si vous l'avez vue ou si vous allez la voir, j'ai essayé de la traiter comme un scénario sur le scénario, un scénario sur l'art et la manière du scénario. C'est-à-dire à la fois tout ce qui m'a frappé quand j'étais gamin, puis adulte, puis un pro plus ou moins du scénario, et dont je me suis emparé au fil d'amitiés diverses et variées, de voyages, de lectures, pour en faire ma propre matière, puis après pouvoir la proposer à des dessinateurs en fonction de chacun des sujets traités. Donc il y a un côté, je l'espère, assez amusant à faire le tour de l'expo, puisqu'elle fait aussi le tour de ma vie, mais qu'elle fait aussi le tour d'une époque, puisque je suis rentré en bande dessinée tout à fait par hasard, mais à un moment qu'on peut qualifier d'agité, puisque c'était l'année d'avant mai 68, mais l'agitation de mai était déjà dans ce que nous, on commençait à traiter. Puis ça s'est poursuivi dans des convulsions assez innombrables, plus ou moins graves, mais en essayant de faire vivre en bande dessinée l'époque dans laquelle j'étais, finalement, on a accumulé un certain nombre de témoignages. Certains, on pourra dire, on en parlera peut-être tout à l'heure, c'était bien vu. D'autres, c'est ça l'ennui quand on fait, par exemple, de la science-fiction, de la politique-fiction, un peu de sociologie-fiction, qui était moins bien vu, ou ça ne s'est pas passé comme prévu. Mais voilà, ce que j'ai souhaité,
c'est qu'on puisse se promener dans l'époque et dans, alors, ma tête, ma pauvre tête, ce qu'elle arrive à faire, parce que plus il y a de documentation, plus il y a de vécu, plus il y a d'amitié, plus il y a de lieux, plus ça devient compliqué à organiser, parce qu'on est, comme vous l'êtes tous, dans les tréfonds de sa mémoire, avec des choses qui sont devenues très importantes, alors que, par exemple, au départ, on ne les a pas vécues comme telles, et puis d'autres qu'on trouvait capitales, bon, bah, au fond, c'était pas si grave que ça. Voilà, c'est cette mixture d'organisation de souvenirs et de travaux que vous allez trouver dans cette expo. Et alors sur la forme, je me rappelle qu'il y a 1 an, quand on commençait à réfléchir à cette exposition, tu me disais, moi je veux pas d'accrochage, ça m'emmerde, les planches accrochées. Alors là, évidemment, je risque de choquer, parce que je ne suis pas un fan des expos de BD, ça c'est malencontreux. Mais je ne suis pas un fan d'expos de façon générale. Maintenant, il y a des expos surtout sur la culture de l'escargot, sur la poterie mérovingienne. Bon, très bien. Mais je pense que tout ne se prête pas à être exposé. Alors, je ne sais pas quoi, la peinture, ça a été fait pour être exposé. Les peintres savent toujours très bien où ils vont mettre leur tableau, où sera le public, comment il va se comporter. Et puis, il y a d'autres arts, je ne sais pas, la culture de l'escargot, par exemple. Non, ça a été fait pour bouffer les escargots, mais pas pour qu'on puisse les exposer. Donc, a priori, j'ai jamais souhaité qu'il y ait une ribambelle de planches, parce qu'évidemment, il aurait pu y en avoir des dizaines et des dizaines, accrochées au mur comme ça. C'est-à-dire que moi, je suis scénariste, et ce que j'aime, c'est les dramaturgies. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose. Et qu'entre le premier tableau et le dernier, il y a eu plein de trucs qui sont arrivés, et quand on arrive au dernier, on n'est plus tout à fait celui qui est rentré dans l'expo. Donc le gros travail a été de fabriquer une espèce de dramaturgie avec des épisodes très importants et d'autres qui sont plus anecdotiques. Mais de mettre un ordre narratif dans tout le travail qui avait été fait. Et donc c'est une expo qui est censée entrer dans la tête de Pierre Christin. Peut-être parmi les gens qui sont là, quelques-uns vont nous aider à entrer dans la tête de Pierre Christin. Peut-être peut-on commencer par Jean-Claude Mézières, qui est le plus ancien compagnon de route. Oui, parce qu'on s'est appris le métier l'un et l'autre. Passe-moi la brique, je vais mettre le ciment. Passe-moi la brique et je vais mettre le ciment. Puisque pour travailler avec moi, lorsqu'on s'est retrouvé aux États-Unis après moult péripéties et avant d'autres péripéties encore, j'ai habité chez Pierre pendant l'hiver et j'avais évidemment besoin de gagner un peu de sous, que je n'avais pas le droit de travailler, etc. Bon. Donc, on a dit, on va envoyer à mon copain Jean Giraud, Möbius, pas encore, qui travaille déjà à Pilote, lui envoyer la 6 pages, qui était la bienvenue au sein du journal. Toutes les semaines, il y avait une 6 pages inédite de nouveaux créateurs, ou d'anciens créateurs qui essayaient autre chose. Donc, on a décidé, tous les deux ensemble, de raconter une histoire. Quel genre d'histoire? Qu'est-ce que c'était? Et on a fait une histoire qui était une parodie de la guerre du thé à l'aube des États-Unis, enfin, disons, la guerre anti-coloniale, quoi. Et ça a eu le bonheur d'amuser Goscinny, qui a reçu le petit paquet de pages, et de nous envoyer le chèque que j'avais terriblement besoin pour rentrer, pour payer mon billet de retour. Et c'est donc, une fois arrivé à Paris de retour, j'ai été voir Goscinny, et qui m'a dit c'était pas mal. Et Pierre, lui, partait déjà à Bordeaux pour fonder l'IUT de journalisme. Et la petite expérience qu'on avait eue de faire un petit scénario sur un coin de table dans un bistrot au fin fond du désert en USA était quelque chose de tout à fait
aléatoire, mais ce n'était pas un plan de carrière. Mais moi, c'était déjà important que je travaille pour Pilote. Et à ce moment-là, Goscinny a sorti des scénarios qui étaient déjà prédessinés par un autre grand créateur qui est Fred, et qui esquissait déjà le scénario, non pas en texte écrit, mais en découpage de dessins. Et ça, je trouvais ça très gênant parce que ça me montrait ce qu'il fallait que je mette au propre. Et c'est quelque chose que j'ai fait pour dire ça ne va pas du tout, c'est pas du tout comme ça que je veux travailler, et ça me convient pas. Et je rattrapais le père Christin qui allait prendre son train 2 fois par semaine pour Bordeaux en lui disant il faut qu'on travaille ensemble. Et c'est là où on a décidé de faire une première histoire de Valérian. Alors justement, Valérian, c'est une série de science-fiction. En 1967, faire de la bande dessinée de science-fiction, il y avait eu des prédécesseurs. Il y avait eu Raymond Poivet, il y avait eu Les Pionniers de l'Espérance, il y avait eu des titres comme ça. Il y avait la bande dessinée américaine, et il y avait de la littérature aussi de science-fiction. Mais au moment où vous créez Valérian en 1967, il n'y a pas énormément à ce moment-là je peux dire qu'on était les meilleurs. On n'était peut-être pas les meilleurs dans Pilote, mais on était les seuls. Alors c'était déjà un avantage, quand même. Et là, on a fait une toute première histoire où moi, j'étais plutôt terrifié par le début de l'histoire, où c'était Galaxity. Alors Pierre, très généreusement, me lance l'intitulé de la première grande case. Galaxity, capitale de l'Empire terrien, 28e siècle. Formidable. Vas-y, marche Coco. Vas-y, débrouille-toi. Et j'ai un petit peu non pas renaclé, j'y étais au boulot. Les premières pages sont assez catastrophiques parce que je ne sais pas du tout quoi faire. Et c'est là où je lui ai suggéré que nous retenions au Moyen-Âge. Parce que là, le Moyen-Âge, je savais de quoi, à peu près, je pouvais faire. Tiens. Voilà, on était censé faire de la SF et ça a été marche arrière toute. Parce que créer de toute pièce un univers, c'est pas facile. Retourner au Moyen-Âge, ça demande quand même des grandes qualités de dessin, mais il y a déjà un imaginaire préexistant. Et on peut rentrer dans une manière de représenter les choses qui est plus facile. Mais il faut dire aussi qu'il doit y avoir des amateurs, des scénaristes amateurs dans cette salle, des gens qui ont envie de faire de la BD. Le problème de l'idée en BD, ça c'est le problème lancinant de tous les débutants. Voilà, il faudrait que j'ai une idée. Alors là, je risque de décevoir, mais une idée, pratiquement, c'est rien en BD, c'est que dalle. Ce qui compte, c'est pas d'avoir une idée, c'est d'avoir un récit. C'est-à-dire d'où on part et vers quoi on veut emmener le lecteur. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué que d'avoir une idée. D'ailleurs, les idées, c'est fastoche. C'est-à-dire des gens qui, dans un festival ou ailleurs, viennent me voir en disant « Ah, j'ai une idée pour Valérian » ou « J'ai une idée pour la suite de l'ENA », il y en a plein. Mais des gens à qui, alors je leur dis « Et la fin ?» Alors là, des idées de fin, c'est évidemment beaucoup plus difficile d'écrire une fin que d'avoir une idée de départ. C'est-à-dire toute la préparation de ce qu'allait devenir Valérian, ça a été de se demander la SF en est où, elle en est où en France et aux États-Unis, puisque la situation n'était pas du tout la même. Là, en France, on disait les Français ne savent pas faire de SF. Voilà, au mieux, ils savent faire de l'anticipation. Voilà, un truc un peu à la Pépère, même s'il y a eu des grands noms avant nous, mais enfin pas beaucoup non plus. Hein. Et moi, je disais non, je ne vois pas du tout pourquoi. Parce qu'il y avait en revanche une SF écrite qui n'était pas médiocre en France, mais pas aussi brillante. Tout ça, c'était la grande période de la SF américaine. Tous les blockbusters que vous voyez maintenant sortent de choses qui ont été écrites dans les années 60-70, puis remalaxées, retravaillées avec des moyens incommensurables. Mais c'était de trouver une place là-dedans en étant français, ce qui était une première limitation quand même. En essayant d'être original, bon, c'est vite dit, mais c'est pas vite fait, et en se démarquant de la BD américaine, puisqu'on est comme beaucoup de gens qui ont vécu aux États-Unis, moi plus que Jean-Claude d'ailleurs, 50% admiratif,
pour la créativité fabuleuse, et 50% très, très, très réservé. Il y a beaucoup de choses dans le cinéma américain, dans la BD américaine, le sempiternel combat du bien contre le mal, et devinez qui gagne à la fin, c'est un grand Américain mâle et blanc. Bon, ben voilà, c'était déjà comme ça à l'époque. Non seulement ça ne me plaisait pas, mais c'était des choses contre lesquelles je voulais lutter. Donc c'est pour ça qu'on a choisi un héros qui n'a rien de particulièrement flatteur, ni dans son apparence physique, ni dans ce qu'il est capable de faire. Bon. Mais par exemple, pas de super pouvoir, pas de rien. C'est un brave gars qui essaye de piger la situation. Dieu merci pour lui, évidemment, autre innovation française, de mettre une femme dans cette bande dessinée. Absence de femme totale dans la BD de l'époque. Donc l'ourline, admirablement réussie par Jean-Claude dès la première case où elle apparaît, devient un vecteur de récit différent du vecteur habituel. Tout n'est pas vu par les yeux du gars, mais aussi... Et c'est presque elle, l'héroïne, la vraie héroïne de Valérian ? Elle s'est accaparée de plus en plus. Je crois... Alors, c'est là aussi où les miracles de la création scénaristique, forcément, est en ping-pong avec les premières pages que j'ai dessinées. Et coup de bol, effectivement, l'Orline était la première case, elle était très bien. Enfin, très bien. Du moins, elle était crédible. Alors que Valérian a mis 5 albums à se construire à peu près avec une mâchoire épouvantable et une démarche un peu à la Gaston. Et puis, c'est un peu affermi parce que je me suis rendu compte que mon dessin, qui était très humoristique au départ, ne convenait pas à un récit de science-fiction. Mais ça, c'était en recul, quoi. Mais c'était pas totalement volontaire, le fait que Laureline soit la vraie héroïne, la vraie personnalité, c'est venu doucement. C'est venu tout doucement. Et ça, là-dessus, elle sauve la vie de Valérian à la première case. Donc, il y a quand même cet extraordinaire déplacement de l'intérêt, alors que d'habitude, les filles, c'est « Ah !» quand elles existent dans la bande dessinée en France à l'époque. Il y avait donc de votre part, et de la part de Pierre en particulier, une vraie volonté de chambouler les codes, de bousculer tout ça ? Oui, enfin, doucement. Oui, doucement. C'est-à-dire que je crois que Jean-Claude et moi, on souhaitait, confusément en tout cas, être moderne. On voulait s'inscrire dans une espèce de renouveau de la bande dessinée qui était en train de se faire, notamment à l'intérieur de Pilote, qui était quand même l'un des moteurs de l'affaire, mais il y avait eu un journal oublié aujourd'hui, qui était un très grand journal, qui était Harakiri, l'ancêtre de Charlie, mais qui ressemblait pas tant que ça, voire même pas du tout à Charlie, et que se renouveler et renouveler le genre, ça mettait en branle toutes sortes de réflexions. C'est-à-dire que, par exemple, il fallait rester classique, même si on voulait être moderne. Il y avait notamment une bonne raison à ça, c'est qu'à l'époque, la BD était encore un genre essentiellement enfantin, au mieux ado, et que j'ai toujours été, je le suis encore aujourd'hui, il faut qu'un enfant, pas un enfant, mais 10 ans, 11 ans, l'arrivée à la vraie lecture, puisse lire les bandes dessinées que j'ai scénarisées. C'est-à-dire, de ce point de vue-là, par exemple, c'est pas pareil d'être moderne et de vouloir être d'avant-garde. L'avant-garde ne m'a jamais intéressé, en BD en tout cas. Ce que j'ai choisi, c'est un récit très classique, avec des cases, etc., etc. Alors que, par ailleurs, on rentrait dans la période de la pop culture, de trucs éclatés, très fantaisistes, que j'aimais d'ailleurs, hein. Mais c'est vraiment pas du tout dans cette direction-là que je voulais partir, parce qu'il y avait nos petits lecteurs, et que, aussi compliquées que soient les histoires, je dois reconnaître que mes histoires ne sont pas toujours simples, mais j'aime les choses compliquées, que c'est ça qui est intéressant. D'un point de vue scénaristique, c'est comment dénouer ce qui est compliqué, pour faire qu'à l'arrivée, ça soit plus simple. Eh bien, voilà, c'était pas du tout de l'avant-garde, c'était rester dans le cadre classique, Hergé, Franquin, la marque jaune, insurpassable, personne ne peut faire mieux, mais il peut faire autre chose. Et on peut aller plus loin avec les mêmes moyens. Parmi les thèmes, vous disiez que vous étiez parti sur Antoine
peu parodique pour Valérian. Mais très rapidement, vous avez traité des thèmes dont vous disiez notamment dans l'exposition, qui sont aussi des thèmes adultes et politiques. Vous disiez tout à l'heure que des fois vous touchiez juste dans ce qui était l'anticipation, mais d'autres fois pas. Il y a des albums où vous touchez très juste assez rapidement, c'est notamment le traitement de la question écologique, puisque la cité des eaux mouvantes, très rapidement on voit un New York sous les eaux, enfin la question écologique est très présente. Et ça rejoint votre autre grande passion qu'on aura évidemment l'occasion d'aborder, c'est la politique, c'est-à-dire la question des enjeux politiques, des engagements et de la rébellion aussi, qui est un thème privilégié. Ça, c'était déjà présent en germe quand même dans Valérian assez vite, dès les premiers titres. Oui, c'est-à-dire que je pense toujours que la politique, c'est un très bon sujet artistique. Et par exemple, je crois que si j'étais né un siècle plus tôt, j'aurais pas été scénariste de bande dessinée, mais j'aurais très bien pu, et j'aurais beaucoup aimé être librettiste d'opéra. J'ai fini par le devenir tardivement, parce que on peut tout mettre dans une BD, et notamment des choses qui auparavant étaient tabous. Alors, pour les gens jeunes qui sont ici, il faut rappeler qu'existait encore à ce moment-là une loi sur les publications réservées à la jeunesse. Alors, évidemment, ça touchait surtout au sexe, donc pas la pointe d'un téton, pas la pointe d'une fesse, pas le... Bon, des fois, il y avait 3 seins, par contre, quand même. Oui, bon, ça peut se voir. Ouais, ouais. Mais là, finalement, c'est pas si érotique que ça. C'est un peu César Vie, quoi. C'est tout. Et pas de politique. Voilà. Donc, on vivait en BD dans un monde idéal qui ressemblait, pour ce qui était des Français, à quelque chose qui était beaucoup une banlieue belge. Voilà. Paisible, charmante, dans laquelle il se passait des tas de choses par ailleurs très marrantes et parfois dramatiques aussi. Mais alors que la politique était, surtout dans ces années-là, l'un des grands sujets narratifs de ce moment, alors que, par exemple, si donc j'avais été librettiste ou Dieu sait quoi, ou tout simplement feuilletoniste au XIXe siècle, par exemple, c'est la guerre, le grand sujet, que ce soit chez Stendhal, chez la guerre, voilà, la guerre est considérée comme une chose horrible, mais une belle chose aussi, dont on peut parler en littérature. Bon, ben, à l'époque où j'ai commencé, les années 60, c'était la guerre aussi. Mais la politique avait pris une place beaucoup plus importante, en disant, ben, diable, pourquoi on ne pourrait pas parler de ça? Alors, je l'ai fait dans Valérian, mais j'ai très vite vu aussi les limites du genre. Et par ailleurs, je ne voulais pas devenir le scénariste, comme il y a beaucoup de scénaristes, spécialisés de ceci, cela. Je ne voulais pas être spécialisé en science-fiction. J'aimais la science-fiction, ça m'amusait d'en faire. Dieu merci, il y avait des lecteurs à qui ça plaisait. Mais une série de science-fiction, oui, davantage, non. Donc je me disais, tiens, il y a un autre genre qui est devenu, que j'aimais beaucoup aussi, mais qui est devenu vieillot, qui est toujours un peu médiéval, un peu anglais romantique, qui était le fantastique. Et disant, mais je suis sûr qu'on peut faire des histoires fantastiques, là, maintenant, en France, avec d'autres protagonistes, d'autres sujets. Et j'ai eu la chance d'avoir un deuxième grand dessinateur qui a souhaité travailler avec moi, qui était Jacques Tardy. Et il a fait son premier album avec moi. Et on s'est amusé à mélanger des choses qui n'étaient pas mélangeables. Par exemple, les légendes du petit peuple de la forêt. Que petit peuple, ça ne veut pas dire qu'on soit mignon que ça. Hein. Ce n'est pas vraiment toujours sympa. Mais auquel croient sans doute encore un peu, mes voisins. Moi, j'aime beaucoup la campagne, au fin fond du Rouergue, qui est l'un des endroits les plus reculés de France, et qui, le soir, à la veillée, dans la chaumière, racontait encore des histoires d'elfes, etc., que j'adorais. Puis c'était aussi le moment où des entreprises ultramodernes, notamment américaines, commençaient à arriver en France et flanquaient au beau milieu d'un vieux pays avec les papys en béret, en sabots, habillés comme au XIXe siècle et même avant, une énorme boom, une énorme usine. Donc avec Tardy, on dit bah, tiens, on va foutre le bordel là-dedans et ça ne va pas se passer comme prévu. Alors bizarrement, comme dans beaucoup de choses que j'ai écrites, l'arrivée d'une grosse usine dans la
la campagne, comme ça, la Cambrousse, les montagnes même, ça préfigurait ce qu'allait arriver quelques années plus tard avec l'implantation de McDo. Et on m'a toujours dit que José Bové s'était inspiré de sa lecture de Rumeurs sur le Rouergue pour casser le McDo du plateau du Larzac. Voilà, bon, c'est évidemment des choses savoureuses. Voilà, autour de quoi tournaient mes réflexions sur comment moderniser des vieux thèmes pour les transformer et faire autre chose. On parle, peut-être on va au dossier donner la parole à André Juillard. Parlez-nous de votre rencontre, parce qu'on a bien compris que tous les deux, Jean-Claude Mézières et donc Pierre Christin, c'est une rencontre de copains. Racontez-nous peut-être très simplement d'abord, puisque votre collaboration a commencé beaucoup plus tardivement, comment ça s'est passé? Qui a appelé l'autre? Qui a voulu travailler avec l'autre? Racontez-nous. Comment ça s'est passé exactement? Je m'en souviens plus trop, mais une chose était certaine, c'est que lui... Nous sommes au complet. Salut, ça va? Donc, lui comme moi, on en avait parlé déjà depuis quelque temps, on avait envie de faire quelque chose ensemble. Et puis, on était pas mal occupés l'un et l'autre. Et puis, il se trouve qu'un jour, Pierre me dit, écoute, j'ai pensé à une histoire pour toi et surtout à un personnage, je pense qu'il te tirait bien. Et il m'a raconté assez rapidement le synopsis du premier album de Léna. Et il m'a dit en plus, écoute, j'ai imaginé ce personnage pour toi, en pensant à toi, à ton caractère, à ce que tu as envie de faire, etc. Et si ça te plaît pas, si tu veux pas le faire, bah, écoute, je le remets dans mes archives et je le proposerai à personne d'autre. Alors, j'avoue que j'étais assez touché par cette délicatesse d'esprit, et il se trouve que le personnage m'a beaucoup plu et que l'histoire également. Donc, voilà comment je suis entré dans l'univers de Pierre. Pierre, évidemment, m'a jamais proposé un scénario de science-fiction. Il devait savoir... Il n'a pas voulu reprendre Valérian. Victor. Il devait savoir, en tout cas, moi, je le savais, que j'étais incapable de créer un univers original. Et donc, voilà, il a fait quelque chose sur mesure et je lui en suis très, très reconnaissant. C'était un personnage féminin, puisque vous savez, donc André Juillard, vos personnages sont souvent des personnages forts, hein, Reine de Troyes, le personnage du Cahier Bleu, enfin ce sont des personnages féminins qui sont souvent au cœur de vos histoires. Quand vous avez créé ce personnage de Léna, Pierre Christin, vous avez pensé spontanément justement à l'univers d'André Juillard parce qu'il pouvait s'intégrer à la fois avec son profil évidemment de personnage féminin complexe, fort, et aussi parce que c'était aussi une bande dessinée politique, d'une certaine façon. Bon, j'ai pensé à diverses choses, mais il faut le dire aussi, sans me lancer dans une leçon de scénario, qu'il faut beaucoup penser pour écrire un scénario, mais pas trop non plus. Il faut laisser des impulsions, des intuitions venir. Donc André me dit, bah ok, allez, on va faire quelque chose ensemble. Je suis rentré de chez lui en courant, littéralement, dans Paris pour revenir chez moi. J'ai ouvert mon ordinateur. Quand je lui avais dit qu'on pouvait y aller sur une histoire, je m'étais un peu avancé, je n'avais pas la queue d'une idée. Et j'arrive, j'ai jamais su pourquoi, j'ai ouvert, tchac, le long voyage de Léna. Poum. Pourquoi Léna? Jamais eu de petite copine qui s'appelait Léna, jamais rêvé de ça, je suis pas spécialement russophile, voilà, ça me plaisait. Le dernier voyage, en me disant, ça je l'avais déjà un petit peu promis à André, qu'on allait voir du pays. Mais mon rêve, c'était que ça soit des pays qu'on ne voit pas d'habitude dans les BD françaises, ou très très rarement. Mais évidemment, tout ça, ça se renvoie. C'est parce qu'entre-temps, j'avais travaillé avec Enki et que j'avais beaucoup voyagé en Europe de l'Est, ce qui, je peux vous le dire, dans ces temps-là, n'était pas facile, puisqu'on avait toujours le KGB aux trousses, aucun problème, aucun danger, hein.
les dictatures, c'est là où on est le plus plan-plan pour voyager. Il n'arrive jamais rien. Ça ne fait pas partie du paysage. Mais j'avais envie de montrer ces endroits, souvent émouvants pour des Français, dans les années déjà 90, tout ça, dans la mesure, par exemple, où la Roumanie, même la Bulgarie, bah, ça ressemble à la France de ma jeunesse. Voilà, il y a encore des dames en foulard, on retourne le foin à la fourche. Enfin, pas forcément formidable comme vie pour les gens qui y sont, mais quand on a connu ça enfant, c'est très émouvant à voir. Et puis, un lieu dont je revenais, que j'aime beaucoup, que je continue à beaucoup aimer, qui est le delta du Danube, qui est quand même un endroit dingue, c'est-à-dire une forêt tropicale dans un endroit froid. Et plus indescriptible, puisqu'on ne sait jamais où on est. C'est immense, c'est sans fin, sans fond, sans... Bon, et puis en dessous, il y a du caviar. Bon, c'était rigolo de raconter des choses comme ça. Mais voilà, c'est par exemple, on se lance dans une histoire, j'avais bien une ligne directrice, mais sans trop savoir où on va aller, et ça a aussi des grandes vertus. C'est pour ça, par exemple, que je me méfie des cours de scénario qui pullulent partout, où il faut faire des préparations ultra chiadées, etc. Oui, bon, mais je ne suis pas certain que ça soit toujours comme ça que ça marche. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui viennent de nous, dans notre tête, et on ne sait pas trop d'où ils viennent. L'important, c'est de savoir où ils vont, c'est-à-dire vers le dessinateur, et que ça soit quelque chose qu'il aime dessiner, qu'il puisse dessiner, ça, là, par contre, là, c'est plus de la gamberge un peu déglinguée. Il faut que ça soit très concret, très précis, justement pour que le récit, le rêve, puisse se développer. Et très concrètement, puisque le voyage a jalonné toute ta vie, quand tu pars en voyage, est-ce que tu te dis je pars en voyage et je vais penser, je cherche une idée pour Enki Bilal, pour André Gillard, pour d'autres? Comment les choses se font? Ou est-ce que tu pars le nez au vent et on voit ce qu'on trouve et avec quel univers ça va coller? Tu es bien placé pour savoir que ça peut venir n'importe comment, puisque je t'ai entraîné dans un pays où tu ne voulais pas aller. La Pologne. Et qu'on était à Berlin à faire des choses et des machins, et notamment à faire un journal ensemble. Bon, puis ça, comme c'était un peu lourd, c'était sympa, tout se passait bien, il y avait d'autres étudiants. Et puis tout d'un coup, j'ai dit, bon, bah tiens, allez, on va prendre ma bagnole, et puis on va aller à la frontière polonaise. Ça m'est venu comme ça, comme on va pisser, quoi. Très précisément, sur cette anecdote-là, je me rappelle, tu m'as dit, avec ton nom bizarre, tu dois être du coin. Bien entendu. Est-ce que tu es déjà allé là-bas? Et je t'ai dit, non, on y va. Oui, oui, voilà. Beaucoup de choses se sont faites comme ça chez moi, complètement spontanément. Avec cette manie que j'ai quand je voyage, de dire le matin, on va aller plutôt là, et puis tout d'un coup, je vois quelque chose, et je dis, ah bah, on va aller plutôt là. J'ai fait un autre voyage que j'ai assez peu utilisé, celui-là, dans mes BD, où j'ai fait 2 tours du monde. Un par l'hémisphère sud, et les déserts, le Kalahari, la Patagonie, l'outback australien, et un autre par les métropoles de l'hémisphère nord. Alors là, j'étais avec un autre vieil ami, directeur de maison de BD, la grande maison de BD allemande, qui voyage à l'allemande. Bon, il a des plans, il a des trucs, des machins. À l'époque, il n'y avait pas Google ni rien. Enfin, il est bien préparé. Et on avait décidé d'aller voir l'autre bout de forêt vierge qui se trouve quelque part à l'est de l'Afrique du Sud. Oh, puis tout d'un coup, je vois un bout de photo dans un guide nul sur le désert du Kalahari, avec du sable rouge. Ah, je dis quand même, ça vaut le coup. Lui, il dit, oui, moi, je voudrais voir des arbres. Ah, bon, écoutez, il y a peut-être des arbres. Là, dans le Kalahari, il n'y avait pas un arbre. Mais où, bon, c'était moi le chef, en quelque sorte, disant, allez, on commence par ça, puis on ira voir. Et je ne l'ai pas regretté, parce que c'était inattendu, je n'y avais même pas réfléchi auparavant. Et tous les deux, on a vu un spectacle d'énormes mecs sud-africains, à côté, moi j'avais l'air de rien, quoi. Bon, ils marchaient au-dessus de moi pour que je passe entre leurs jambes. Et puis voilà, donc ça donne des images où on est
étonné, on ne sait plus très bien où on est. Donc il y a à la fois, il faut être sérieux, dans les voyages que j'ai faits, que je fais, de la préparation, beaucoup de préparation, qui des fois peut durer des années. J'accumule du matériel, je vais voir des films, je classe à l'époque des coupures de journaux, des trucs et des machins. Et puis il y a un moment, voilà, on est parti et il faut laisser le hasard fonctionner. Mais pour nourrir son imaginaire, il y a deux grandes variétés, je pense, de créateurs de BD. Ceux qui n'aiment qu'une chose, c'est être derrière leur planche et sortir leurs histoires et leurs personnages de leur propre intérieur. Moi, non. J'aime que ce soit des gens qui vivent en dehors de moi, qui ne sont pas du tout comme moi, que je vais mettre en scène, et que ça se passe dans des lieux auxquels je n'aurais jamais pensé quand j'étais plus jeune. Alors moi, je me demande si vous êtes quelqu'un de très intimidant, parce que Jean-Claude Mézières, à ma connaissance, vous avez toujours travaillé avec Pierre Christin, et pas d'autres scénaristes. Enki Bilal, une fois que vous avez travaillé avec Pierre Christin, vous n'avez plus jamais travaillé avec de scénaristes. Vous avez travaillé avec Dan Frank, mais sur d'autres projets, mais sur de la bande dessinée, après Pierre Christin. Non, j'ai travaillé avec Jean-Pierre Dionnet, Avec Jean-Pierre Dionnet, sur sur Exterminator 17. Voilà. Voilà. Mais Pierre Christin reste quand même... Bon, bien sûr. Non, et puis je pense qu'on a développé un parcours qui est assez, je pense qu'il est assez inédit dans la bande dessinée, puisqu'il il parle à la fois du concret, du social, du politique, hein, d'abord dans un espace très national, français, et puis qu'on a ouvert sur l'international, avec les Phalanges de l'Ordre Noir et Partie de chasse. Et là, ce sont quand même des thèmes qui étaient relativement peu ou quasiment pas abordés par la bande dessinée, jamais. Donc là, on a évidemment le pédigré de Pierre Christin, journaliste, voyageur, il vient de nous expliquer, photographe. Alors il dit qu'il est mauvais photographe, mais il a fait beaucoup de photos dans ses voyages, et qui lui ont servi et qui nous servent aussi. Et donc voilà, on a... moi, effectivement, l'imaginaire plutôt, mais je me mets à son service. Je me suis vraiment mis à son service que dans un seul album. En fait, j'étais au service du scénario et de notre collaboration sur tous. Mais dans La Croisière des Oubliés, Le Vaisseau de Pierre, La Ville qui n'existait pas et Partie de chasse, il y avait des envolées à la fois de fantastique ou de fantasmes, de flashback, mais onirique. Voilà, je parle là évidemment de Partie de chasse. Le seul album où j'ai été totalement tétanisé et obligé d'être le metteur en scène, à m'exécuter le dessin, le scénario, le raconter par des images, c'est Les Phalanges de l'Ordre Noir, qui ne laissait pas du tout de place à une quelconque digression, à une quelconque envolée. On était dans une espèce de minuterie infernale, magnifiquement construite. Le scénario, quand je l'ai lu, je me suis dit, bon, il n'y a rien à toucher, c'est magnifique, et on y va. Et voilà. C'est pas donc du tout inconfortable pour un dessinateur de se retrouver dans cette situation-là. C'est frustrant, pardon. C'est pas du tout inconfortable pour un dessinateur. Non, moi, le plus inconfortable pour moi, ça a été quand j'ai su qu'il fallait dessiner les Andes. Alors les Andes, c'est très beau, en fait, se balader dans les Andes en voiture, mais à dessiner les Andes, vous savez, avec les pins à perte de vue comme ça, des verticales. Qu'on aurait presque pu faire à la règle, enfin, sauf que je n'ai jamais utilisé la règle. Ça, c'était très inconfortable. Mais non, je reviens au fait que simplement, le scénario, quand ce scénario est fort, on entre dedans et donc on se met au service de la mise en scène graphique. Mais voilà, donc intimidé, je l'ai été, c'est la première fois que j'ai vu Pierre, mais Jean-Claude était là, donc ça m'a permis d'être moins intimidé, parce que Jean-Claude, je le connaissais depuis peu, on s'était rencontrés. On commençait à se connaître. On commençait à se connaître comme ça, et donc j'ai rencontré Pierre dans une séance de dédicace. J'avais voté pour lui pour un concours de dessin établi par un drugstore à Paris. Et par Pilote. C'est Pilote, Pilote qui avait organisé ça. Ouais. Et j'avais j'avais vu déjà des planches un peu vertes, avec des personnages d'espèces d'hommes préhistoriques. Oui, c'est ça. J'ai encore le souvenir là. C'était un clin d'œil à 2001 d'Odyssée de l'espace. Incontestablement, le jury, j'avais appuyé là, mais tout le monde était d'accord, et ça a été le jeune Bilal
nous avons découvert tous ensemble. Et toi, tu m'as emmené dans ce lieu lointain, ça vous passionne, j'imagine, je sais pas, à l'ouest de Paris, qui s'appelait un club. Et c'est François de Gelt qui m'a remis le prix. Alors, est-ce que quelqu'un se souvient de François de Gelt? Le soleil, non, il y a le ciel, le soleil et la mer. Je ne chanterai pas, mais c'était un chanteur, un crooner des époques lointaines. Et donc Jean-Claude, voilà, c'est comme ça. Est-ce que tous ces dessinateurs, Pierre, se laissent embarquer dans tes histoires aussi facilement, ou est-ce qu'il faut parfois discuter, dialoguer, batailler pour imposer tes idées? On ne va pas vous parler de nos scènes de ménage, mais je suis probablement le plus emmerdant. Beaucoup moins qu'Enki, c'est ce que Pierre le dit tout le temps, que Enki ne change pas une virgule dans ses dialogues, André probablement pas du tout non plus, et moi je lui ergote des tas de choses, je trouve qu'il cause trop, enfin ça il l'a bien appris, depuis il s'est calmé, mais les premières pages de l'Empire des Mille Planètes qu'on voyait tout à l'heure, ça bavassait parce que Pierre racontait tout, mais c'était par perfectionnisme. Moi, je lui dis, ton texte, il me prend la moitié de la page, hein, alors ça va pas. Hein. Alors je prends un gros feutre rouge, on s'engueule, on ne touche pas à mon texte. Mais Jean-Claude, ce que tu ne sais pas, c'est que nous, on changeait les trucs sans le dire à Pierre. Voilà. Donc je le sais. Et après, pas. Ça donnait des discussions et on négociait. Hein. Donc il y a de la négociation. Bon, il faut dire aussi, quand on devient scénariste, et que, par exemple, on a fait des petites études universitaires, tout ça, où on bavasse, passer scénariste, c'est un coup sur le cornelon radical, puisque, de façon générale, tous les débutants font des textes 2 fois trop longs, et c'est le minimum. C'est-à-dire, en réalité, vous rentrez très peu de choses dans un ballon ou dans un texte off. Donc, il faut apprendre à compacter ce qu'on a à dire. Sinon, effectivement, c'est un envahissement, en dépit de mon admiration pour Edgar P. Jacob, c'est quand même un envahissement de l'image qui peut être très dommageable. Après, ça marche plus ou moins bien avec les dessinateurs, mais ça, c'est des affaires d'atomes crochus, et vous le verrez en regardant ma bibliographie ou en regardant ce qui est accroché à l'expo. Il y a des gens avec qui j'ai travaillé 50 ans, des gens avec qui j'ai travaillé 25 ans, bon poids, des gens avec qui je travaille depuis 15 ans, bon poids. Et puis, il y a d'autres dessinateurs très talentueux, mais qui sont davantage des étoiles filantes. On a fait un truc ensemble. Alors, ça a pu se passer très bien, et dans quelques cas, moyen bien. Je n'ai jamais eu de catastrophe, mais beaucoup de facteurs jouent. Par exemple, je suis très bien entendu avec Jacques Tardy, mais son rêve, lui, il était jeune, c'était de parler de la guerre de 14 et du Paris de la Belle Époque. Moi, ce n'est pas des sujets que je trouve négligeables, bien au contraire, formidables, mais ce n'était pas mon truc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le monde actuel. Donc, en toute amitié, on a dit, bon, on en a fait un, on est content, mais on n'est pas parti, sans doute, pour en faire 10. Il y a d'autres cas où, par exemple, avec Annie Götzinger, je me suis donné beaucoup de mal pour qu'elle accepte de travailler avec un noble, qui était moi, où on était parti pour en faire un, bon, et surtout pas plus. Et puis, on a été très heureux de travailler ensemble, on s'est amusé, et finalement, on en a fait, une fois de plus, 15, 20, parce que ça marchait bien. Alors, voilà, la question, c'est le déclic. C'est-à-dire, quand on s'aperçoit que le scénario et le dessin ne parlent pas tout à fait de la même chose, c'est qu'il y a un truc qui va mal. Mais ça, c'est comme, je crois, quand on fabrique un film, on s'en aperçoit souvent trop tard. C'est-à-dire que, on croit que tout va bien, et puis à un moment, oh là là, non, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et ça donne généralement des collaborations qui durent une fois, c'est comme on dit dans cet horrible jargon, un one-shot, et pas deux, et a fortiori, pas davantage. Parce que voilà, l'imaginaire n'est pas le même, donc tout devient un peu fastidieux. Les engueulades, ça c'est spécial Jean-Claude. C'est bien de s'engueuler avec lui, on s'amuse. Il y en a d'autres, j'ai pas eu beaucoup d'engueulades, mais
c'est tout simplement triste. C'est-à-dire, j'arrête pas de faire des reproches, comme j'ai horreur de ça, moi j'aime pas. Alors faire des remarques du genre, tiens, on pourrait, oui, mais des reproches, c'est pas bien. Non, mais voilà, on peut pas toujours deviner. Parce que ça m'est arrivé, notamment avec un ou deux dessinateurs très talentueux. C'est pas leur dessin qui allait pas, c'est leur dessin plus mon scénario. Voilà, il ne marchait pas comme ça. Il y en avait un qui allait là et l'autre qui allait là. La dernière bande dessinée que vous venez de publier, qui est Le Brésil, avec André Julliard, est une histoire de politique fiction sur le monde contemporain, avec des dignitaires qui sont enfermés dans un environnement donc protégé, etc. Bon, ça rappelle quelque chose. Ça rappelle Partie de chasse, qui était une bande dessinée que vous avez publiée en 1983, dont, pour le coup, on voit aujourd'hui le caractère éminemment prophétique, puisque ça annonce quand même d'une certaine manière les fissures au sein du bloc de l'Est. Cette bande dessinée, Le Brasier, ça montre aussi votre passion encore pour le monde contemporain. Pourquoi ce monde-là vous passionne toujours autant, et ces enjeux géopolitiques vous passionnent toujours autant? Alors, ça me passionne parfois pour des raisons personnelles. Je suis à la fois très attiré par le Moyen-Orient. J'ai été très souvent en Turquie, j'ai été en Syrie. C'est des pays qui m'attirent, notamment par leur beauté, mais aussi par leur côté merdique. Voilà, c'est toujours merdique. Donc, c'est un monde qui est intéressant à raconter. Ça peut m'attirer aussi pour des raisons presque inverses, des raisons qui agitent d'autres gens qui en parlent, et notamment sur cet album. Pratiquement toujours, les Arabes, là, au jour d'aujourd'hui, dans les romans français, dans les BD français, dans les journaux français, ont des sales gueules, sont les méchants, etc., etc. Ben, c'est pas vrai, évidemment. Il y a des Arabes qui sont des gens très bien. Et je voulais délibérément retourner le stéréotype pour montrer qu'il y avait des types honorables. Alors, on peut avoir envie de faire quelque chose pour aller dans le sens de ce qu'il faut raconter, mais on peut aussi souvent avoir envie de faire quelque chose pour aller dans le sens contraire. C'était aussi de jouer avec une espèce de règle non écrite de la BD, qui est que les BD, il ne faut pas que ça soit trop statique. Alors je dois dire qu'André a eu un petit choc quand je lui ai livré. Il m'avait dit, en ce moment j'ai envie de dessiner des trucs sportifs. Alors bon, pas fou, j'ai commencé par une scène à cheval. Ça va déjà le calmer. Puis elle va foncer dans une piscine. Allez, bon, la piscine. Puis, comme ça se passe dans les neiges, allez, je lui fais faire du ski. Et enfin, je l'envoie à la chasse en disant, oh, merde, de l'action, là, quand même. On ne va pas faire une histoire. Bon, je dois avouer qu'en fait, il y avait à peu près 5 images d'action à chaque fois. Et que le reste, ils étaient raides comme des piquets derrière leur table. Mais ça fait aussi partie de voir comment, avec le dessin particulier d'André, qui est la finesse d'exécution des visages, la capacité à inventer des personnages. C'est lui qui a inventé, je pense, le plus de personnages les plus diversifiés par rapport à Enki, qui a, si j'ose dire, sa petite ménagerie bien à lui, et à Jean-Claude. Moi, j'ai une ménagerie consanguine, oui. Moi. Elle est consanguine, ma ménagerie, mais j'assume. Et donc, voilà, on peut aussi s'amuser à retourner des stéréotypes pour voir si ça marche, évidemment, grâce à André. Mais je n'aurais pas donné ça à n'importe qui, ce scénario-là. À sa capacité de création de personnages, ça marche, parce qu'on s'intéresse à chacun des personnages, qui a vraiment non seulement son visage, mais tout est particulier en lui. Je ne sais pas si j'ai répondu. Tout à fait, pour ma part. Mais surtout, pour continuer, vous avez vécu ces années 60, 70, 80, 90 en créant. Vous n'avez jamais cessé véritablement de créer et de vous intéresser à ce monde contemporain. À chaque fois, vous êtes capable d'en déceler les enjeux, je dirais, les plus significatifs, les enjeux mondiaux, les enjeux politiques, les enjeux de tension. Les phalanges de l'ordre noir dont parlait Enki Bilal, c'est un bilan absolument terrifiant des années d'utopie,
de révolution politique. Justement, est-ce que cette idée de bilan, finalement, que vous faites souvent dans vos albums, Partie de chasse, c'était un album bilan aussi, et puis finalement, Le Brasier, c'est aussi un bilan à un moment donné du monde géopolitique. Est-ce que c'est quelque chose, finalement, qui vient régulièrement, cette idée d'établir des sortes de bilans d'époque que vous avez traversées? Pendant très longtemps, j'ai été un immense lecteur de journaux. J'ai passé beaucoup de temps de ma vie derrière la pièce écrite. Un peu moins de temps maintenant, parce que ce n'est pas un langage qui convient, je crois, tout simplement à un homme de mon âge. L'écriture est beaucoup moins soignée qu'elle était auparavant, des trucs comme ça. Mais fondamentalement, je suis quelqu'un de passionné par l'actualité. Et pas seulement par l'actualité française, mais la géopolitique oui, j'ai compris. C'est le meilleur. Ouais, non, mais je vais la boucler. Et la géopolitique, c'est peut-être ce qui me passionne le plus, notamment parce que depuis 30-40 ans, on voit apparaître, même dans ce que vous lisez ou ce que vous entendez tous les jours, un nombre effarant de nouveaux pays, de nouveaux acteurs, des tronches jamais vues auparavant. Et moi, je ne suis pas un fan de ce qui est franco-français. Là, il y a un effet de disparité qui est très intéressant à traiter. Un effet aussi de... Il faut comprendre ce qu'ils ont dans la tête. C'est facile d'être contre et de dire Assad, c'est une saloperie complète. C'est ce qu'il est. Mais pourquoi ? C'est pas simple du tout dans le détail. Et notamment, c'est lié au côté multiconfessionnel de la Syrie. Alors, on voit toujours chiites contre sunnites. C'est beaucoup plus compliqué que ça dans le détail. Donc, il faut rentrer là-dedans pour comprendre ce qu'on va pouvoir raconter. Et ça, j'adore ça. D'ailleurs, à part scénariste, le vrai métier que j'aurais aimé faire, c'était espion. Je crois que j'étais trop bavard. Aujourd'hui, puisque pour le fan d'actualité que tu es, Pierre, Le Monde aujourd'hui doit t'inspirer fortement ou te terrifier, ou les deux ? Excuse-moi. Oui, ils s'entendent bien aussi parfois. Ouais, je vais te le donner, là. Il y a quelque chose d'un peu effrayant quand on fait de la science-fiction ou de la politique-fiction. On raconte un truc, prototype, la première, dans Valérian, en disant il y aura un cataclysme en 1986. Bon, après, les années passent. Jean-Claude, ça ne l'empêchait pas de dormir. Moi, plus on approchait, je disais quand même, il y a un truc incongru. Comment notre BD peut-elle continuer comme si tout allait normalement, alors qu'on a dit que le monde réel dans lequel on était avait ou allait disparaître. Là, je me suis fait une bonne prise de tête pendant 2-3 ans pour... Ouais, il était sympa, il me disait, ça avance, ta réflexion? Oui, bon. Tu veux que je te raconte? Non, pas trop. Bon, d'accord. Donc c'était d'ailleurs la première fois que je racontais quelque chose vraiment dans le futur, et bien entendu c'était un cataclysme, et bien entendu c'est arrivé, alors que j'aurais jamais cru. Il y a eu des épisodes qu'on a racontés, notamment avec Enki, qui est que, à l'époque où, dans les pays communistes, dans les pays frères, tout ça, il y avait des banderoles partout, l'avenir radieux, et ils y croyaient dur comme fer, où tous les communistes du globe pensaient que la Russie, l'URSS, allait dépasser les États-Unis. Bon, alors là, pour écrire Partie de chasse, j'ai commencé à beaucoup voyager dans les pays de l'Est. Ah, quand vous y étiez, évidemment, la réalité, c'était pas du tout ça. On a évoqué très clairement la fin du communisme, qu'on considérait comme inébranlable. Les plus anticommunistes des anticommunistes disaient c'est triste, mais le communisme, il est là, et il va durer. Et puis j'ai commencé aussi à lire des auteurs que je ne connaissais pas, et qui eux disaient non, il ne va pas durer, il est en train de se fissurer de l'intérieur.
D'ailleurs, ça ne sera pas la guerre nucléaire, c'est tout simplement que ça va tomber en poussière. Bien vu. Et on écrit ça, et moins de 10 ans plus tard, boum, c'est la fin du mur, et c'est même la fin de tout. Et puis, voilà, ce qui emmenait très loin, avec ce que dans moi, ce que j'ai écrit, je trouve le plus symptomatique, mais j'en tire pas gloire, tout ça aussi c'est catastrophique, c'est Tchernobyl. Tchernobyl, c'est la fin de l'innocence du XXe siècle. À la fois un pays immense et un régime incomparable par certains côtés vont tomber en poussière, et par ailleurs, le progrès, évidemment, l'URSS, mais c'était vrai partout. Le monde de l'époque, c'était un monde d'ingénieurs. On croyait au progrès. Le mec qui a construit Tchernobyl avait dit, un ingénieur bien sûr, on pourrait construire ma centrale sur la place du Kremlin, sur la place rouge, tellement elle est sûre. Voilà. Et ben, boum. Donc il y a eu comme ça des moments où ce que je constate, hélas, c'est que tout ce que j'avais prévu de négatif ou laissé entendre est arrivé. Les quelques utopies que j'ai développées à droite à gauche, pas vraiment. La seule utopie, c'est la petite bestiole, le grognon, qui fabrique du pognon quand on en a besoin. On l'a dans sa poche revolver, voilà. Il est capable de faire des dollars, des roubles, voilà. Et ben, lui, il n'existe pas. Bon, dommage. Vous disiez justement ce caractère un peu prophétique. Enki Bilal, vous aussi, d'une certaine façon, c'est un peu comme si, Pierre Christin, vous avez contaminé, puisque sur certains albums, vous aussi, oui, je vous pense, avez pressenti un certain nombre de choses qui sont arrivées plus ou moins directement. Est-ce que c'est justement la leçon de Pierre Christin, le fait d'avoir travaillé avec lui, qui vous fait sentir finalement ce matériau, ce réel dont vous vous inspirez pour faire des bandes dessinées, évidemment plus de science-fiction dans votre cas, ou je dirais de pur imaginaire? Moi, je cherchais au départ plutôt cette voie-là, hein, La Foire immortelle, qui est un album qui est sorti entre les phalanges de l'Ordre Noir, parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça avait été une épreuve, hein, de dessiner du réalisme pur, reproduire Barcelone, ça a beau être très beau, mais vous tapez la Sagrada Familia en dessin, je suis sûr que c'est pas forcément une chose très, très facile. Comme cela taper des escaliers à l'intérieur, hein, je les ai montés, c'est quand même très très haut, très fatigant. Donc j'ai eu besoin de développer plutôt mon univers, science-fiction, dictature, ça a donné La Foire immortelle. Mais il n'empêche que de travailler avec Pierre, d'une part, ça m'a appris d'abord énormément de choses, et puis surtout, il y avait quelque chose de fusionnel dans notre façon de travailler, surtout vers la fin, et d'ailleurs même peut-être avec les phalanges de l'Ordre Noir, parce que je voulais tellement coller à l'histoire que cette fusion est peut-être née à ce moment-là. Et puis ensuite, dans Partie de chasse, il a trouvé sa vraie nature, je veux dire, où chacun enrichissait l'autre, parce qu'il y avait presque il y avait une course contre la montre, puisque l'actualité nous talonnait, littéralement. Hein. Il y avait Lech Walesa qui apparaissait, Solidarność, le fameux syndicat polonais. Donc tout ça, ça commençait à être très, très, très branlant du côté du bloc de l'Est. Et donc on vivait littéralement cette histoire ensemble. Et je pense qu'il en est resté quelque chose, notamment dans peut-être l'album, alors pas Froid Équateur que j'ai fait après, et puis La Femme Piège, etc. Mais peut-être c'est ce que je considère comme mon parti de chasse en solo, seul. Je pense que je te l'ai jamais dit, Pierre, mais Le Sommeil du monstre. Peut-être que Le Sommeil du monstre, c'est mon parti de chasse. Voilà. C'est peut-être une forme de réponse à notre collaboration du passé, mais sur un autre sujet, évidemment, c'est pas la chute du communisme, c'est la fin, l'éclatement d'un pays qui était la Yougoslavie, donc mon pays de naissance, mais là encore, contrairement à Partie de chasse, projeté dans un univers où simplement mes personnages qui naissaient au début de l'histoire se retrouvaient à 30 ans, donc dans un futur proche. Donc alors, moi, je pense que je dois à Pierre, à notre collaboration, c'est aussi ce regard prospectif. Oui. Est-ce que ça veut dire que Pierre Christin, vous a permis d'enclencher quelque chose et qu'après, vous avez pu vous émanciper, en quelque sorte? Un peu aussi, bien sûr. Le simple fait, par exemple, de vouloir réagir à la contrainte
que j'ai assumé, hein, donc je viens de le dire, des Phalanges de l'Ordre Noir, de réagir en faisant la force immortelle, où je me libérais, je retrouvais la couleur directe. Et donc ça veut dire qu'effectivement, j'avais besoin de respirer. Mais une chose très intéressante aussi, c'est que lorsqu'on a décidé de faire partie de chasse, moi je dis à Pierre, écoute, je vais retourner à la technique noir et blanc des Phalanges de l'Ordre Noir, parce qu'on se disait, c'est quelque part, c'est la suite de notre aventure en commun, et puis je ferai la couleur après, comme les Phalanges. Or, lorsque j'ai commencé à dessiner partie de chasse, au bout de 2 pages, je pense, là j'ai appelé Pierre, je dis, écoute, non, je vais faire de la couleur directe. Et c'est là qu'on a commencé à imaginer les flashbacks, les fantasmes. La couleur directe, c'est évidemment incomparable parce que c'est quelque chose qui se vit en direct, alors que le dessin en noir et blanc, il fige. Là, on était libre. Et donc, j'ai pris la technique, finalement, que j'avais mise au point avec La Force Immortelle, l'album juste avant. Voilà. Donc, les 2 choses, le travail en solo et le travail en commun, correspondaient déjà. Et vous, Jean-Claude Mézières, vous n'êtes jamais émancipé, hein. Vous avez toujours travaillé. Si, j'ai fait des petites choses tout seul, mais très peu. Et je me suis toujours, à chaque fois, j'ai trouvé que c'était, puisque ça empiétait sur le territoire de Valérian, parce que moi, je travaillais vraiment en science-fiction et j'ai pas fait d'histoire réaliste autre. Et les trucs que j'avais fait pour Métal Hurlant, etc., au début, c'était intéressant parce que je travaillais en couleur directe aussi. Mais en fait, c'était vraiment déshabiller Paul pour habiller Pierre Jacques. Non, tout ça, c'est vrai que je ne suis pas un créateur velléitaire. J'assume bien mon cas, mais je pense aussi que si on n'avait pas travaillé ensemble et si on n'avait pas réussi à monter 2, 3 histoires, Pierre serait peut-être jamais devenu scénariste de bande dessinée. Parce qu'à l'époque, tu faisais des petits scénarios pour d'autres, mais il n'y avait rien d'embryonnaire d'une autre talent. Et donc, je revendique une grande part sur le scénario de Pierre. Voilà. Ils sont tous pareils, ils ne peuvent pas s'empêcher. Et après, on s'étonne que les scénaristes soient moins connus que les dessinateurs. Mais on est des pauvres bourgs. On est des hommes de l'ombre. D'ailleurs, les éditeurs ne s'y trompent pas, qui nous payent beaucoup moins bien que les dessinateurs. Voilà, et en disant, pour toi, ça ira. Ça suffit bien. Ah oui. Ah bah d'ailleurs, quand je suis en voyage très loin ou en train de faire du vélo, j'aime leur passer un coup de téléphone. Alors, t'es derrière ta planche? Ouais, et toi? Ah bah non, moi je suis... Bon, il y a des petites vengeances, hein, comme ça. Mais c'est aussi qu'il y a des choses, des tout petits détails dont au fond, j'y avais jamais pensé avant. Par exemple, Jean-Claude, j'ai vraiment cru au talent multiforme de Jean-Claude, non pas sur les scènes de l'espace, il en avait déjà fait beaucoup, c'était magnifique, mais une petite image de Métro Châtelet où M. Albert et Valérian marchent dans la flotte pour traverser le pont. Et où tout ce que j'aime de la littérature française, de Paris, des façons de se comporter, c'était une image parfaite. Et là, me disant, allez, on peut y aller, on peut tout faire. Non, voilà, on peut tout raconter parce que Jean-Claude sait tout faire. Mais des petits trucs aussi avec Enki, il y avait des petites discussions, je disais, tu fais le front de tes personnages, ils sont tous un peu trop bombés. C'est-à-dire, ils ont tous le front un peu bombé. Ils disaient pas que mais je constate que les fronts bombés ont un peu disparu après. Et on dit, ah, c'est des petites victoires comme ça. Je me suis rendu qu'ils étaient bombés. Je me suis rendu compte qu'ils étaient bombés tout seuls. Non, je plaisante. Mais non, c'est vrai ce qui était intéressant, c'était ces échanges-là, hein, ces petits échanges sur des dessins, sur des détails, sur des choses qui paraissent anodines, mais qui font qu'on fait œuvre commune, quoi. On est dans un vrai... Des rapports avec des scénaristes qu'on n'aime pas sont très difficiles à dire. Je ne sais pas qui travaille avec un scénariste qui sont... Giraud et Charvet
Giraud et Charlier étaient des fois en opposition. Et c'est vrai que c'est Giraud qui a incurvé, incurvé, pas comme ça, mais sur le côté, Charlier vers... au début, Blueberry était fait pour casser des Indiens. Hein. Et il est devenu un ami des Indiens, un contestataire. Et ça, c'est complètement Giraud qui a biaisé le personnage. Et je me souviens des discussions, d'avoir assisté à des discussions avec Giraud, justement, où il me disait, oui, mais ça, c'est plus intéressant. Oui. Et l'art de dessiner des visages d'Indiens, etc., au lieu de montrer tout le temps le cheval au galop. Ce que tu disais il y a quelques instants, Pierre, sur le dessinateur, c'est souvent la star, le scénariste, on l'oublie, on le connaît peu. Finalement, ici à Angoulême, le couronnement, avec des guillemets, il arrive tardivement. Est-ce que c'est important ou est-ce que finalement tu t'en fiches? Bon, moi, je l'ai déjà dit ce matin au moment de l'inauguration, mais ça fait mauvaise tête. Moi, tous les médailles, les trucs, les machins, j'ai horreur de ça dans la vie en général. Je peux pas dire que j'aime beaucoup mieux dans la BD. À part ça, bon, je suis très vieux, j'ai jamais eu de prix avant. Bon, j'en aurais eu au moins un, c'est une bonne chose de faite. Mais non, mais tu en as eu le demi, parce que moi, quand j'ai eu le prix il y a 40 ans, eh bien, j'ai dit la moitié de ce prix appartient à Pierre Christin. Mais je l'ai dit à 3 journalistes. Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de micro. Donc, c'est tout passé. En tout cas, il n'y a pas de frustration particulière. C'est le cas de Enki Bilal aussi. Moi aussi, hein, Pierre a la moitié au moins de mon j'allais dire de mon César, c'est un lapsus, j'en rêve absolument pas, mais de mon Alfred, non? C'est ça? C'était peut-être un Alfred à ce moment-là, oui. Alfred, César, des prénoms à la mode. J'avais fait que 2 albums en solo, personnellement. J'avais fait La Foire aux Immortels, La Femme qui pêche. Voilà. Puis des histoires courtes avant. Bon. Je suis couronné en 87, 86, 87, donc c'est quand même, on avait fait quand même tous nos albums ensemble. Moi, je pense, et d'ailleurs Jean-Claude et André, on en fait partie de l'ex-Académie des Grands Prix, l'académie qui n'existe plus, puisque le système a changé. Donc maintenant, l'académie en fait n'existe plus, ça devenait ingérable et compliqué. Mais en tout cas, on peut dire que régulièrement, quand on parlait de Grand Prix, on se disait tous ensemble, il faut quand même un jour qu'on ait le courage de donner un Grand Prix à un scénariste. Et là, c'était tout de suite les noms qui fusaient. Il y en avait 2 ou 3 maximum, et Pierre était toujours dans le premier. Donc on se battait pour. Bon, ça n'a jamais été possible, parce que toujours au dernier moment, il y a un retournement, il y a un tour supplémentaire, ce qui est profondément injuste, je pense. Voilà. Donc là, quelque part, ça comble, mais un peu tard, je trouve. Mais voilà. Pierre, toi qui nous as dit il y a quelques instants que les prix, donc c'était pas trop ta tasse de thé, au chapitre des médailles, Angoulême, il y a 2 mois maintenant, vient d'être accepté à l'UNESCO au titre des villes créatives dans la catégorie littérature. Est-ce que l'homme de lettres que tu es trouve que c'est important que la bande dessinée et Angoulême soit aujourd'hui officiellement reconnue par l'UNESCO comme de la littérature? Il faudrait me demander d'abord si je trouve que l'UNESCO est vraiment important, tu vois. Bon, mais oui, moi, à titre personnel, je ne suis pas du tout attiré par les honneurs. J'aime pas ça. Voilà. Même pas une position politique, j'aime pas ça. Qu'une ville ou qu'une association ou qu'un groupement humanitaire, ce que je sais, soit reconnu et récompensé d'un travail de fond, parce que ça dure depuis longtemps. Non, ça me choque pas du tout. Je pense même que ça peut avoir des conséquences à terme qui soient très positives. Le problème de la BD, et en particulier des scénaristes, puisqu'on y était, c'est qu'il y a toujours un sentiment d'être un peu sous-estimé, d'être un peu des underdogs de la vraie vie culturelle. Alors, ça a été longtemps vrai. Voilà. Bon. Tout a basculé, je dirais, dans les années, c'est assez long, 70, 80, 90. C'est tout un processus qui a fait entrer la BD, je dirais pas au top du top. Mais est-ce que le top du top, c'est l'Académie française? Pareil, au moins autant de respect pour l'UNESCO, et encore moins. Ça n'a aucune importance, c'est un truc de mort-vivant.
Donc, c'est pas très important qu'on y soit. Mais aussi, il y a cette tendance à se plaindre de son sort. Il y a des amis scénaristes qui me voient quand même. Et je leur dis, mais quand t'es fou, si tu regardes les affiches de cinéma, il est où le scénariste? Il est nulle part. Enfin, en bas à droite, en caractère microbe. Quand il y est. Des gars qui me disent, ouais, quand même, les littérateurs, ils ont des pages et des pages dans le monde des livres. Tu dis, ouais, mais est-ce que le monde des livres a des lecteurs? Pas des tonnes, hein. Alors que les amateurs de BD lisent des choses, s'y connaissent très bien, sont des vrais amateurs. Ils aiment vraiment ce qu'ils achètent. Alors que, bon, je sais pas quoi, le prix Goncourt, 450 000, combien de prix Goncourt ont déjà fini pour caler le pied de la cuisinière voilà, hein, bon, dans la casemate de la maison, beaucoup. Par exemple, beaucoup de prix littéraires, tout le monde le sait, sont revendus sur eBay dès les 3 jours qu'on suivi le cadeau. Les gens n'aiment pas le cadeau. Voilà. Bon. Alors, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui foutent les BD qu'on leur donne directo à la poubelle. C'est vraiment pas quelque chose qui arrive dans notre milieu à nous. Donc il y a des tas de raisons d'être assez fier, de faire de la BD et même d'être scénariste de BD. Ensuite, tout le monde n'est pas fait ni désireux d'être dans la surexposition. Il y a eu parmi les plus grands créateurs du cinéma, des grands scénaristes dont on parle peu, mais c'est eux qui souvent ont fait la fortune d'Hollywood. C'est-à-dire les plus beaux films, vous retrouvez à l'affiche tout le temps, un peu, selon les domaines, les mêmes scénaristes. Bon, j'étais, je crois, très content de leur sort, quoique ayant tendance à l'alcoolisme. Ça, c'est peut-être une maladie de scénariste, j'en sais rien. Bon. Mais cette plainte un peu sur le métier de scénariste, j'y crois pas trop. Ou alors, il n'y a qu'à apprendre à dessiner, mince, bon, voilà, pas si compliqué non plus. Enfin, c'est un autre problème. Une toute dernière question, Pierre. Tu as scénarisé une centaine d'albums. Il en restera combien, à ton avis? Combien compte? Beaucoup. On ne va pas citer devant les dessinateurs qui sont là. Mais ça tombe bien qu'il y ait ces trois-là, parce que il y a... c'est pas une question à laquelle je pense, bien sûr. Il y a un scénario dont je pense qu'il est parfait, c'est celui des Phalanges de l'Ordre Noir. Et bizarrement, pas celui de Partie de chasse, qui a des imperfections, mais qui ont été magnifiées par le travail d'Enki, ce qui fait qu'il est d'une beauté éblouissante et qu'on ne va pas aller chercher des petits trucs. Les Phalanges de l'Ordre Noir, je devrais le réécrire aujourd'hui, je pense que je ne changerai pas une virgule, sauf que c'est que des anciens marxistes qui s'engueulent entre eux, et qu'il y a la moitié du vocabulaire qu'ils utilisent, que je pense toute une partie de l'Assemblée ne comprend plus aujourd'hui, et qu'il faudrait sévèrement réécrire les dialogues si, comme on peut le penser, peut-être un jour ça devient un film ou une série. Avec André, c'est vraiment le long voyage de Léna, parce que j'ai retrouvé dans son dessin et dans la beauté de l'héroïne qu'il a créée, qui n'est pas du tout une beauté conventionnelle d'héroïne de BD, hein, vraiment. Pas de roplo-plo, ou peu, ou juste ce qu'il faut, mais enfin bon, les autres c'est ouf. Il y a un mystère, tout simplement, qui vient du dessin, dans des choses très anodines, dès le début, dans la banlieue de Berlin, que je connais bien. On est près d'une immense capitale, puis tout d'un coup il y a un endroit qui ressemble à rien, qui est complètement hors du temps. Bon, ça, André l'a fait, il a eu d'autant plus de le faire en scène d'hiver, en scène d'été, qu'on était en visite, nous, par un froid glaçant, où les gens faisaient du patin et pas du nudisme. Voilà. Avec Jean-Claude, c'est pas un hasard si j'ai cité tout à l'heure ces pages de Paris en communication avec l'espace intergalactique. C'est l'apex, pour moi, et du dessin de Jean-Claude, et ce que moi je voulais faire. Ouais, il y en a quand même 3 ou 4 comme ça. Et La Demoiselle de la Légion d'honneur, d'Annie Götzinger, dont je pense que c'est des livres parfaits.
Merci beaucoup Pierre Christin, merci Jean-Claude Mézières, merci André Juillard, merci Enki Bellal. Peut-être les gens dans la salle ont quelques questions à vous poser. Alors il y a un micro qui va circuler, je pense, dans la salle. Est-ce que quelqu'un va faire circuler le micro? Il y a pas mal de questions de main levée. On va essayer de prendre un maximum évidemment, de questions. Est-ce que quelqu'un est prévu pour faire circuler le micro? Non, c'est qu'on a Sinon parlez fort. tout est clair. Sinon, vous pouvez essayer de poser votre question Oui. parlant fort. Non. Oui. Alors, Allez. peut-être vous passez mon micro. Non. Et non, on les a tous, puis on est attachés. En fait, je reviens sur l'idée de la littérature. Voilà le sujet qui a été vaguement abordé, l'UNESCO, Angoulême, etc. Nous nous battons en effet. On a un petit peu dévié de la question qui était posée et de la réponse. Ça arrive souvent d'ailleurs dans les interviews. Qu'effectivement, nous demandons que la BD soit un genre littéraire. Ah ben, je pense que vous êtes tous d'accord. Ah, voilà, c'était ça que je voulais relever. Et Anki, bonjour, on se voit tout à l'heure parce qu'on se connaît pour des tas de choses. Alors, est-ce que vous avez déjeuné avec Emmanuel? Message personnel. Vous étiez avec Emmanuel. Mais je le sais bien. Voilà, sympa. À plus. Merci beaucoup. Je passe à ma voisine, qui est une charmante jeune dessinatrice, voilà, et qui a un projet merveilleux. Voilà, et qui est merveilleux. Je vais vous la passer. Elle va faire le tour du monde. Voilà, cette jeune femme, et elle va dessiner. Et je voudrais bien que vous la rencontriez également. Merci à elle d'encourager tous ces jeunes. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Ravie de vous avoir entendu. Ouais, ben, bon. Oui, alors en fait, je voulais savoir quel conseil vous donneriez à des jeunes dessinateurs et scénaristes pour commencer et pour se faire connaître. Bosser. Travailler. Non, mais ouais. Je pense que la seule question, c'est de dire produis, essaye une histoire, peut-être de 3 pages, de 6 pages, et d'écrire le mot fin. C'est-à-dire de boucler la boucle, même si ce n'est que 6 pages, parce que le nombre de gens qui sont venus me voir en me disant on va faire 3 récits en 5 albums de 250 pages, tu auras 70 ans quand tu pourras le faire. Non, je ne le crois pas. Mais je crois que s'imposer une petite histoire de quelques pages, mais plus d'une, et encore, si c'est peut-être suffisant, et déjà, et mettre le mot fin, et bien ça, c'est déjà la première haie à sauter, et elle est très haute. Voilà. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Hein. Bon, j'ai trouvé cet échange très intéressant et il y a une question qui me taraude. Est-ce que l'on peut imaginer, enfin d'abord, est-ce qu'un style de scénario impose systématiquement un style de dessin? Autrement dit, est-ce qu'un scénariste ne peut travailler qu'avec un type de dessinateur? Je n'ai pas dit qu'un dessinateur, mais un type de dessinateur. Et d'autre part, j'ai l'impression que s'il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de dessinateur. C'est-à-dire, est-ce que c'est le dessinateur qui impose, de façon non dite, la structure d'une bande dessinée? Alors on va raisonner différemment. Est-ce qu'un dessinateur arrivant pourrait dire, voilà, je veux qu'on fasse, trouvez-moi un scénario? Je pense une chose, c'est que ça dépend du dessinateur, puisque à l'époque de Pilote, je côtoyais des Gottlieb, des Reiser, des GB, qui étaient des scénaristes dessinateurs tout entiers et parfaits, et d'autres, et aussi des tandems qui se montaient avec Goscinny, avec Charlier, avec d'autres. Alors des scénaristes, des gens qui s'improvisaient scénaristes, mais qui n'étaient pas des vrais scénaristes. Ça aussi, c'est des écrivaillons. Et ça a été terrible. Mais De nos
tout dépend, le choix. Et puis, c'est se frotter. Si on se dit, je ne suis pas assez fort pour monter tout seul mon histoire tout seul, eh ben, faut que je me renifle avec quelqu'un et on s'accorde ou on ne s'accorde pas. Et c'est à la longueur qu'on voit ça, puisque au début, tout est beau, tout est formidable. Je fais 3 pages. Après, De façon générale, en bande dessinée, le péché d'orgueil est une faute qu'il vaut mieux ne pas commettre. Il y a un côté modeste et laborieux, laborieux. Dans la bande dessinée, il faut accumuler des cases et des cases. C'est en menuisant qu'on devient menuisier. La BD, c'est comme ça que ça se passe. Pour moi, un dessinateur, c'est un peu comme un metteur en scène de théâtre. C'est-à-dire qu'il va avoir un texte très précis, en général, que ce soit d'un auteur contemporain ou du passé, et ce qu'on appelle des didascalies, des instructions pour la mise en scène. Et le dessinateur, avec ça, va créer sa mise en scène. Il va choisir des plans, éventuellement d'ailleurs le scénariste les indique, mais dans le cours de l'action, si vous voulez, le dessinateur a peut-être un autre point de vue. Et en général, c'est celui qui va imposer. Tout ça dans le respect du texte et de l'histoire et des personnages, etc. Donc voilà, c'est un travail d'équipe, bien évidemment. Comme ça, chacun aura apporté sa pierre à ces questions. Je suis évidemment d'accord avec ce qu'a dit Jean-Claude et ce que vient de dire André. On peut difficilement effectivement imaginer qu'un dessinateur commence un récit et que le scénariste le suive. Ça paraît aberrant. La situation est possible quand on est seul auteur. L'exemple le plus parfait, je pense qu'on sera tous d'accord, c'est Arzac de Moebius, où il n'y a pas une ligne de texte, mais où il y a une continuité, une imagination, un récit imaginé, donc sans mots, mais qui raconte une histoire. Le rôle du scénariste, effectivement, c'est de cadrer. Alors, il y a plusieurs façons de travailler. On peut imaginer que dans les 3/4 du temps, le scénariste écrit toute l'histoire de A à Z, ce qui est pour moi la chose la moins confortable, mais je l'ai expérimenté avec Pierre, mais aussi, par exemple, Partie de chasse. C'est pour ça que moi, j'ai une affection particulière pour Partie de chasse. C'est parce que c'est quelque chose qui a été mouvant, vivant, tout au long du récit. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas s'arrêter sur une fin avant d'être sûr d'y arriver, parce qu'il y avait l'actualité qui nous talonnait. Mais ça veut dire que c'est un art vivant aussi, voilà, la bande dessinée. Mais en tout cas, c'est l'ordre des choses, parce que malgré tout, et votre question a été très bien posée, donc vous n'êtes pas, vous, en cause. D'ailleurs, je ne sais pas où vous étiez, donc je n'ai pas réussi à vous... Bon, pas très bien, donc je regardais là. La question était parfaitement posée, mais il arrive très souvent qu'on nous pose la question la plus naïve qu'on n'ait jamais entendue tous, hein, c'est du genre, mais alors vous commencez par le dessin ou par le texte? Voilà. Ce n'était pas du tout ce que vous avez dit, en tout cas. Voilà. Merci pour votre travail, parce que c'est vrai que Valérian, moi, c'était une grande expérience et une des plus belles fins de la bande dessinée, en forme de paradoxe spatio-temporel. Et je voulais vous questionner sur la fonction du scénariste. À savoir, vous avez fait un scénario sur Orwell, sur une dystopie. Cette dystopie est en train d'arriver, c'est-à-dire on rentre petit à petit dans une dictature du bien, avec le transhumanisme comme, on va dire, horizon pour nous faire du bien et pour mieux nous contrôler. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que vous avez dit que vous avez travailler sur finalement des prophéties négatives. Est-ce qu'en tant que scénariste, moi je pense qu'on a besoin de gens qui nous fassent rêver, qui créent des nouveaux mythes. Est-ce que vous n'avez pas envie aujourd'hui de créer une nouvelle utopie dans un monde je pense qu'il y en a bien besoin? Donc ce rapport à l'utopie qui est dans votre œuvre, qui est présent, j'ai l'impression que ce n'est pas totalement achevé, que vous avez peut-être quelque chose encore à faire là-dedans. Qu'est-ce que vous en pensez? J'atteins un âge où on ne fait plus beaucoup de projets de long terme. Hein. Mais
bien sûr qu'on peut toujours envisager des prolongements, notamment à l'œuvre d'Orwell, qui est d'une telle perspicacité, parce qu'il y a eu de longues années où j'étais un fan d'Orwell et où ça ne me serait pas venu malgré tout à l'idée de faire un album sur lui, en disant c'est trop loin, c'est trop anglais. Puis il faut bien dire que, par exemple, l'arrivée de Trump, l'arrivée d'Erdogan en Turquie, on dit bah non, c'est des personnages totalement orwelliens, voilà, et qui font des petits en plus. C'est comme ils se conduisent comme des peigne-culs, tout le monde se croit autorisé, le dernier petit dictateur dans un coin, à faire la même chose. Donc il y a plein de choses qu'on pourrait continuer à raconter sur ce thème-là. Encore une dernière question, si vous voulez bien, et puis ensuite, on va s'arrêter. Bonjour, merci pour ces échanges intéressants. Moi, j'aurais eu en forme de dernière question deux questions pour Monsieur Christin. Vous en avez parlé un peu avec Monsieur Mézières au départ, si vous n'étiez pas spécialement dévoué à une carrière de scénariste. J'ai cru comprendre, venu un peu par hasard. Donc, écoute, c'est de savoir qu'est-ce qui vous a donné envie, le goût du récit, de partir dans d'autres univers que celui du journalisme auquel vous avez contribué, ou c'est le succès que vous avez pu rencontrer aussi avec M. Mézières. Et l'autre question, c'était, vous l'avez un peu abordé un peu différemment, mais je voudrais avoir votre point de vue. En tant que scénariste, est-ce que vous vous adressez toujours de la même façon aux dessinateurs dans la construction de votre scénario, ou est-ce que, en fonction de ce que vous proposez, par exemple aux trois dessinateurs talentueux qui sont là aujourd'hui, vous avez des mises en forme de scénarios différents, de didascalie, moins de didascalie? Voilà, c'était juste ça. Je ne sais pas si j'étais bien clair dans ma question. Et en tout cas, merci pour vos réponses et votre temps passé. Continuer à inventer des scénarios, c'est d'abord faire un gros effort pour se renouveler soi-même, parce qu'on a tous tendance à réduire notre stock d'images, notre capacité de colère ou notre capacité d'amour, et à refaire un peu toujours les mêmes choses, celles qui ont le mieux fonctionné. Aujourd'hui, je ne sais pas, je ne crois pas que je suis encore en état, mais évidemment, arriverait un nouveau dessinateur en me disant « je veux travailler avec vous ou mourir », il ouvrirait son carton à dessin et il me ferait un choc comme en leur temps, Enki et bien d'autres l'ont fait. Je crois que même si j'en ai plus tout à fait la force, je trouverais quand même quelque chose à raconter avec lui. Mais ça, voilà, bon, c'est à voir, à suivre. Merci. Merci beaucoup à tous, merci pour vos questions, merci Pierre Christin, merci Jean-Claude Mézières, André Gillard, Mouti Bilal. Bonne journée à tous et bon festival à tous.